Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rallye en Europe qui se poursuit de manière assez spectaculaire. Plus 1,6% pour le CAC 40 à mi-séance, dans le sillage déjà d'une belle séance hier. La séance d'hier qui voyait le marché obligataire se détendre un petit peu. Les rendements obligataires se détendaient hier. Ils repartent à la hausse aujourd'hui, mais ces mouvements sur les taux souverains n'empêchent pas les marchés actions de repartir de l'avant avec un CAC désormais revenu à plus de 6700 points. Les investisseurs sont focalisés en plus des sujets habituels sur la saison de publication des résultats et des chiffres d'affaires des grandes entreprises. On notera aujourd'hui, parmi les grands groupes français qui ont publié leur activité, les chiffres de Carrefour qui étaient publiés hier soir après la clôture, qui sont bons, qui marquent effectivement une bonne performance opérationnelle sur l'ensemble des zones géographiques où Carrefour est présent. Du côté de la réaction de marché, on peut noter peut-être une logique de prise de profit, alors que le titre Carrefour, alors l'historique boursier de Carrefour est compliqué, mais depuis le début de l'année, c'est un des titres qui signe une très belle performance positive, quand le CAC est négatif quand même depuis le 1er janvier. Le titre Carrefour, lui, affiche une progression year to date, comme on dit, de plus de 20%, et cette performance justifie peut-être quelques prises de profit aujourd'hui. Carrefour d'ailleurs qui s'affiche comme la valeur la plus en retard au sein du CAC pour cette séance aujourd'hui. On notera également Eurofins qui publiait ses chiffres avec là aussi une réaction de marché un petit peu mitigée. Vous aurez le détail dans un instant avec les infos clés du jour sur les marchés présentés par Alix Nguyen. Et puis sur le front de la macroéconomie et de la politique monétaire plus précisément, beaucoup de banquiers centraux s'expriment en ce moment à l'occasion des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Christine Lagarde est amenée à s'exprimer aujourd'hui. Jérôme Powell également, le président de la Fed, prendra la parole, mais on a déjà eu pas mal de banquiers centraux européens qui se sont exprimés ces dernières heures. La conclusion du tir de communication des banquiers centraux européens est que le meeting de la BCE le 21 juillet sera un meeting live, comme on dit, c'est-à-dire qu'une hausse des taux sera tout à fait possible. C'est en tout cas ce qu'a affirmé par exemple le vice-président de la BCE, l'Espagnol Luis de Guindos. Ce matin, nous en parlerons dans un instant avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management. Mais d'abord, la température du jour sur les marchés, température positive avec un rebond qui se poursuit. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen. La Bourse de Paris se maintient dans le vert, portée par les bonnes publications d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. On relève aussi que la révision en légère baisse de l'inflation dans la zone euro le mois dernier est bien accueillie. En dernière estimation, les prix à la consommation ont augmenté de 7,4% sur un an. Autre fait majeur aujourd'hui, ce soir, Jérôme Powell, Christine Lagarde et Andrew Bailey s'exprimeront dans le cadre d'une conférence sur l'économie mondiale organisée par le FMI à Washington. Une attention particulière sera faite aux propos de Christine Lagarde, alors qu'hier, Martin Kazaks, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, évoquait une probable hausse des taux en juillet, ajoutant qu'il ne fallait pas attendre les signes de hausse de salaire avant de resserrer la politique monétaire. De son côté, Luis de Guindos, le vice-président de la BCE, se dit favorable à un arrêt des achats d'actifs en juillet. Pour rappel, Christine Lagarde avait répété lors de sa conférence de presse post-Conseil des gouverneurs début avril que le programme prendrait fin au 3e trimestre. S'agissant des valeurs à suivre, Carrefour recule sous l'effet de prise de bénéfices après un gain de près de 25% depuis le début de l'année. Ses revenus trimestriels sont conformes aux attentes et les prévisions confirmées. On retient aussi une accélération de la croissance de ses ventes grâce, entre autres, au dynamisme de ses activités au Brésil. Eurofins Scientifique recule après des prévisions de revenus et d'excédents bruts d'exploitation conformes aux estimations des analystes. Pour 2022, la société relève ses perspectives. Veralia bondit. Le fabricant d'emballage en verre confirme ses objectifs financiers annoncés pour 2022 après une nette accélération de ses ventes au premier trimestre. Et puis du vert enfin pour Excel, et ce après avoir enregistré une franche croissance au premier trimestre. Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Et c'est la politique monétaire européenne, notamment, qui est à la une aujourd'hui, à l'occasion de multiples prises de parole des banquiers centraux européens, entre autres, à l'occasion des réunions de la Banque mondiale et du FMI, entre autres. Nadia Garbi est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. On essaye de tirer quelques conclusions de la communication, des communications récentes des banquiers centraux européens. Le mois de juillet est toujours un mois particulier pour la Banque centrale européenne, puisque les dernières hausses de taux de 2008 et de 2011, je crois, avaient été délivrées lors de meetings qui se tenaient au mois de juillet déjà. Nadia, est-ce que le mois de juillet 2022 viendra poursuivre cette série? En tout cas, c'est quelque chose de tout à fait possible, visiblement. Oui, alors c'est vrai que c'est possible. En tout cas, c'est ce que la BCE veut nous faire croire, c'est que vraiment une hausse de taux est possible dès juillet de cette année. Je dirais que les récents discours qu'on a eus de la part de différents membres viennent confirmer la vue présentée par Lagarde en avril, qui mentionnait tout d'abord que les données renforcent les attentes sur la fin du programme d'achat en Q3. Alors, on ne sait pas très bien si c'est juillet ou septembre, mais ça laisse tout de même la porte ouverte pour une hausse en juillet. Et on voit vraiment une BCE qui est focalisée sur l'inflation, sur les surprises d'inflation, sur le fait que le marché du travail continue de s'améliorer. Et enfin aussi sur les attentes d'inflation de long terme. On a eu une enquête assez importante publiée par la BCE, le Survey of Professional Forecasters, qui pointe vers une inflation de long terme au-dessus de 2%. Donc on voit vraiment que la BCE a cette volonté de normaliser malgré les risques sur la croissance. Et enfin, je pense vraiment que la Banque centrale a un œil sur l'évolution de la devise et notamment sur l'euro. Et elle veut éviter que la devise ne se déprécie trop pour éviter d'aggraver les perspectives d'inflation. Donc une feuille de route plutôt claire, je dirais, de la part de la BCE. Et du coup, est-ce qu'à ce stade, alors la séquence à venir va être intéressante. Prochain meeting, c'est le 9 juin, je crois, de mémoire, avec les nouvelles projections du staff de la Banque centrale européenne, les nouvelles projections économiques sur la croissance et l'inflation notamment, et puis le meeting du 21 juillet. Est-ce qu'on est encore dans l'optionnalité ou est-ce qu'il y a déjà une forme de pré-engagement de la part des membres importants du Conseil des gouverneurs et du board de la BCE aujourd'hui, Nadia ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'on est encore dans l'optionnalité dans la mesure où la décision est vraiment dépendante des données. On sait que la zone euro est dans une situation compliquée. Hein. Au fond, on le voit dans certains indicateurs que la crise ukrainienne et les pressions sur l'énergie pèsent sur le consommateur. En tout cas, c'est ce que nous montre l'enquête du mois de mars. Cet après-midi, on aura l'enquête des consommateurs du mois d'avril qui va vraisemblablement montrer une nouvelle baisse. Donc on voit vraiment qu'il y a cette pression sur le pouvoir d'achat des ménages qui est en partie compensée par la relance budgétaire et par le stock d'épargne. Mais en tout cas, au niveau de la croissance, on reste dans une configuration très compliquée en zone euro, avec un deuxième trimestre qui se rapproche de zéro, voire pourquoi pas négatif dans certains pays. Mais de l'autre côté aussi, on a cette inflation qui continue d'accélérer et qui reste tout de même la priorité pour la Banque centrale européenne, qui n'a pas envie d'être au fond comme la Réserve fédérale, behind the curve. Donc du coup, ils veulent vraiment montrer en quelque sorte l'exemple à suivre. Et donc, même en supposant, et c'est même peut-être plus qu'une supposition, même en anticipant que les projections de croissance du staff de la BCE seront révisées à la baisse en juin prochain, l'idée centrale restera celle de l'inflation, Nadia. Oui, parce que ce qu'on voit en tout cas, si on regarde celles qui ont été les prévisions qui ont été présentées en mars, on voit que la BCE a comme scénario central une croissance de 3,7% pour 2022, 2,8% pour 2023, ce qui paraît à ce stade très optimiste. Donc vraisemblablement, on verra une baisse des prévisions de croissance. En revanche, si on regarde maintenant du côté de l'inflation, et c'est là où vraiment, à mon avis, les yeux seront rivés, on voit que la BCE a une prévision de 5,1% pour 2022 et 1,9% pour 2024, qui sera vraiment le chiffre, je dirais, à voir. Mais en tout cas, pour 2022 et 2023, où on aura vraisemblablement une forte révision à la hausse,
probablement autour des 6% pour 2022. Mais la question est de savoir si la BCE voit en 2024 une inflation supérieure à 2%, donc pourquoi pas 2,1%, ce qui, en quelque sorte, effectivement, ouvrirait la porte à une hausse de taux en juillet, voire en septembre. Afficher une inflation à 2% ou plus sur la fin de l'horizon de prévision, donc l'année 2024, ce serait un signal fort, effectivement, oui, de ce point de vue-là. C'est ce que je comprends, Nadia. Vous avez cité l'euro-dollar, alors qui est jamais un objectif officiel en matière de politique monétaire, mais qui est toujours un paramètre très suivi quand même par les banquiers centraux. Il y a l'idée que la BCE est un peu soumise à l'agressivité du discours de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Si on comprend la force du dollar à travers la communication de la Fed, il y a une forme de dépendance de la BCE aujourd'hui de ce point de vue-là ? Tout à fait. Je dirais qu'on voit vraiment une Réserve fédérale qui devient de plus en plus agressive, ou du moins qui veut montrer qu'elle est prête à agir de manière significative. Et d'un autre côté, on a une Banque centrale européenne qui, je le rappelle, au niveau de l'inflation, on n'est pas du tout dans la même problématique qu'aux États-Unis, mais qui veut aussi montrer qu'elle est prête à normaliser pour éviter justement une trop forte dépréciation de l'euro. Donc clairement, je dirais que c'est un peu un effet de bord provoqué par la loquishness de la Réserve fédérale et une BCE qui veut montrer qu'elle est prête à normaliser, en tout cas dans sa communication. Nous, on table plutôt vers une hausse en septembre, mais en tout cas, dans sa communication, elle veut montrer qu'elle est prête à agir en juillet. Ouais, ne partez pas trop tôt en vacances cet été, 21 juillet, ce sera encore un meeting important de la Banque centrale européenne. Au-delà de l'aspect normalisation monétaire, et c'est le sens du voyage pour la BCE confirmé à travers les dernières communications, il y a toujours ce sujet spécifique, caractéristique de la zone euro. Ceux qui ont vécu la crise souveraine s'en souviennent bien, c'est évidemment le risque de fragmentation entre les coûts de financement des différents États de la zone monétaire européenne. Nadia, alors je tiens à préciser qu'à ce stade, c'est un risque plus qu'une réalité. Il y a une correction obligataire, mais les spreads, les écarts de coûts de financement entre États restent décents, on va le dire, ou en tout cas restent dans des zones qui sont correctes et qui ne sont pas des zones de danger majeur. Néanmoins, beaucoup réfléchissent à la manière dont la BCE pourrait défendre la zone euro d'un éventuel nouvel épisode de fragmentation, et ce risque-là n'est pas nul, bien sûr. Visiblement, toutes les options les plus évidentes à ce stade pour bâtir un arsenal anti-fragmentation sont des options qui ne trouvent pas de consensus politique au sein de la BCE. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nadia ? Tout à fait d'accord. Je dirais qu'on n'est pas, comme vous le mentionnez, pas à l'abri d'un stress sur le marché obligataire en zone euro. Je veux dire, on sait très bien que quand on a aussi un peu de volatilité au niveau politique, on aura bientôt des élections en Italie, enfin au printemps prochain en Italie, où on peut ne pas écarter un peu de stress. Donc je dirais que effectivement la BCE nous a donné quelques informations sur le fait qu'elle travaillait sur un projet pour éviter la fragmentation, mais on n'a pas vraiment de consensus sur la forme que pourrait prendre ce nouvel outil. Pour l'instant, je pense vraiment que la BCE va miser sur les réinvestissements et souligner qu'en cas de stress, on a toujours les réinvestissements sur le PEP, mais c'est le risque que cela ne soit pas assez et que l'intervention ne vienne pas assez rapidement de la part de la BCE. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a vécu pendant des années sous perfusion avec un programme d'achat d'actifs depuis 2015 en zone euro. On ne sait pas très bien ce qui va se passer en cas de fort stress politique en zone euro et comment la BCE va effectivement répondre. Donc ça aussi, je pense qu'en juin, ce sera un sujet important à suivre, et je pense vraiment que les journalistes vont essayer de travailler la garde sur le sujet pour avoir un peu plus d'infos aussi. Bon, prochaine réunion le 9 juin donc pour la Banque centrale européenne à Francfort, avec beaucoup de prises de parole évidemment entre-temps, à commencer par celle de Christine Lagarde pour la BCE, mais également Jérôme Powell pour la Fed ou encore Andrew Bailey pour la Banque d'Angleterre aujourd'hui du côté du FMI. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous par téléphone sur ces questions de politique monétaire, économiste chez Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée.
poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, comme toutes les 2 semaines, le jeudi, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. C'est vrai que quand on fait quand même l'addition des vents contraires, des incertitudes, des risques, et je ne veux pas refaire la liste parce que sinon on verse très vite dans le pessimisme, et qu'on met en face le niveau des marchés actions, c'est vrai qu'il y a de quoi avoir le sourire. En tout cas, le CAC a plus de 6700 points là aujourd'hui. 2 belles séances de rebond, malgré les mouvements du marché obligataire, malgré 2 mois de guerre révolus en Ukraine, malgré les incertitudes macroéconomiques et le discours toujours plus agressif des banques centrales. Je ne sais pas si c'est un mystère, mais en tout cas, il y a quelque chose d'une certaine résilience de ce point de vue-là, j'imagine. Oui, comme quoi le pire n'est jamais certain. Vous faites allusion à ce mouvement de marché. Si on se replace 2 mois plus tôt, on était à 6520 points. On est à 6720 points aujourd'hui. Entre-temps, on a eu la guerre, on avait la hausse des taux, on avait l'inflation, on avait des publications qu'on redoutait ou qu'on craignait. Et effectivement, on a totalement occulté les publications du 15-20 février, donc celle du 4e trimestre 2021, parce qu'on était préoccupé par, à ce moment-là, l'Ukraine, qui a pris le dessus sur l'ensemble des autres éléments et l'autre information, parce que c'était un sujet lourd de conséquences, et que cette fois-ci, on remarque que 200 points au-dessus, on voit que les marchés ont pris une distance avec la géopolitique. En tout cas, ils l'ont intégré dans leur schéma. On s'aperçoit aussi que les algorithmes, derrière lesquels, au départ, il y a des hommes, avaient accentué des arbitrages au profit de valeurs plus défensives et des rotations sectorielles importantes. On voit là, moi, ce que je commence à entendre, surtout, c'est un changement de discours. C'est-à-dire, on est moins sombre qu'on a pu l'être il y a quelques semaines. On assiste à un début des publications qui est meilleur qu'attendu. On bat le consensus dans 60 et quelques % des cas, 74% je crois, sur les premières publications du SP500. On a des publications en France et en Europe qui sont également de très belles factures. Voilà, on commence à voir des investisseurs qui se disent, eh bien maintenant, finalement, le pire ne s'est pas produit. J'ai raté ces 200 points en 2 mois. Il faudrait peut-être que je reprenne un peu je remette un peu de risque et un petit peu d'action dans mes portefeuilles. Alors, c'est pas totalement partagé et c'est peut-être un peu trop tôt, diront certains, mais c'est vrai que c'est une idée qu'on est tout à fait prêt à partager. Et je pense qu'aujourd'hui, remettre un peu de cyclique, un peu de croissance, oui, il y a de l'inflation, mais il y a de la croissance également. On commence à entendre certains dire que ce que certains redoutaient, et j'espère que ça ne se produira pas, et on l'entend de moins en moins, c'est cette fameuse stagflation. Oui, c'est ça. Eh bien, peut-être qu'on n'aura pas de stagflation et peut-être qu'on aura quand même une croissance qui réussira à s'équilibrer avec des taux, avec de l'inflation. Cette croissance, elle est revue, bien évidemment, ça vient d'être dit, mais elle reste quand même très prégnante. Elle est dans l'esprit de chacun et elle est quand même illustrée par le plein emploi, par des indicateurs qui continuent d'être solides. Et ça nous empêche de basculer dans un pessimisme noir qui nous ferait continuer à avoir une attitude et une allocation frileuse. On est en train de sortir de ce statut. Ouais. Si on prend l'exemple américain, l'économie américaine a encore créé quasiment 1,5 million d'emplois sur le seul mois de mars. Effectivement, on n'a pas encore d'indication d'un retournement majeur du marché du travail qui serait peut-être un indicateur de récession très proche. On ne peut pas parler d'une économie au bord de la récession aujourd'hui quand on regarde l'économie américaine, par exemple. Mais c'est intéressant parce que le scénario de stagflation faisait peur aux investisseurs parce que dans un schéma de stagflation, il y a très peu d'investissements pertinents. Il n'y a rien qui paye, pour dire les choses, Franklin. Si on évite ce schéma-là, cet écueil-là, effectivement, on a de quoi peut-être être un peu plus constructif pour l'avenir. C'est le pari qu'on prend. Ouais. C'est aujourd'hui le pari qu'on prend. On ne veut pas être avec les Cassandres, on veut plutôt voir la bouteille à moitié pleine. Et on considère aujourd'hui que la dynamique
que certains ne veulent pas le voir. Effectivement, je sais, il y a tous ces sujets très brillamment développés qui sont très actuels et qui pourraient, s'ils se révèlent exacts, être compliqués. Mais je n'adhère pas dans l'immédiat à tous ces scénarios. On parle beaucoup des banquiers centraux. On a vu à quel point ils s'étaient trompés dans leur vision temporaire de l'inflation. On se demande s'ils ne vont pas se tromper maintenant qu'ils vont prendre des décisions très, très structurantes, avec des hausses de taux d'un demi-point et autres, si ils vont se rendre compte qu'on a eu un chiffre sur l'inflation en Europe qui était plutôt mieux qu'attendu. C'est vrai, la deuxième estimation. Une hirondelle ne fait pas le printemps, non, mais là aussi, il ne faudra pas taper avec un bazooka à un moment où peut-être qu'on aurait une inflation qui se raisonne un petit peu, d'autant qu'on sait aujourd'hui, les matières premières sont la composante importante de cette inflation. Et puis, les événements avec l'Ukraine mettent en évidence ce changement énergétique auquel on doit se préparer et qu'on doit mettre en œuvre. Donc, ceci plus cela nous fait dire que allons remettre un petit peu de risque, un petit peu plus d'action dans les marchés, ce qu'on avait retiré il y a quelque temps. Et puis, vous faisiez allusion au marché américain. Souvenez-vous que il y a quelques semaines déjà, on disait qu'on repondérait un peu plus les États-Unis. On aimait bien les titres américains, même certains titres de la tech qui ont énormément de cash en l'occurrence, ou des titres très diversifiés comme Berkshire Hathaway, ou des choses comme ça. Et on continue à être dans cet ancrage et avec une zone euro que nous reconsidérons un petit peu plus aujourd'hui parce que le pire n'est pas certain, comme je le disais tout à l'heure. Les actions de la zone euro ont beaucoup souffert depuis 2 mois, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Quel type d'action on a envie d'avoir? Parce que vous faisiez référence à l'idée de la tech, c'est vrai que le crash de Netflix hier peut refroidir encore un petit peu. Alors, il y a peut-être un sujet spécifique autour de Netflix, mais on voit quand même peut-être que la purge de ce point de vue-là n'est pas totalement terminée. La purge pour certains titres ou certaines valeurs est certainement pas terminée. Hélas, on ne sait pas lesquels seront les grands perdants de demain. Néanmoins, si on regarde cet aspect-là, on a eu les publications d'ASML qui ont été d'excellentes factures. On a vu le titre qui est repassé au-dessus des 600 €. C'est un titre que nous aimons bien. J'ai eu l'occasion d'en parler. ASML, et c'est étonnant, à chaque fois que j'en parle avec nos clients investisseurs, ils ne connaissent pas. Mais n'oublions pas qu'ASML a une capitalisation boursière qui n'est pas très éloignée de celle de LVMH. Non, Nestlé, LVMH, ASML, on est sur trio des plus grosses capitalisations de l'ordre de 30 milliards à peu près, et donc 300. 300, pardon, oui. Et donc on est là véritablement dans quelque chose qui nous incite à croire que le secteur n'est pas à bouder. Et c'est vrai que certains moutons noirs comme Netflix hier, qui était un gadin mémorable, on a là en face des réveils qui peuvent se révéler prometteurs et des paris qui nous confortent dans nos choix. Il y a aussi l'idée des stratégies de rendement sur les marchés actions, quand on a du mal à y voir clair sur le marché obligataire. Alors évidemment, les rendements obligataires remontent, mais la correction des obligations n'est pas terminée. On le voit encore ces derniers jours. Donc on manque peut-être de visibilité, de stabilité sur ce marché obligataire. Et donc certains investisseurs vont chercher du rendement sur les marchés actions. Ça tombe bien parce que le mois de mai et le mois de juin sont des mois de versement de dividendes au sein du CAC 40. Et donc c'est intéressant d'à nouveau passer en revue les sociétés qui versent des dividendes et des dividendes de qualité, en cash notamment, avec régularité, des entreprises qui ne coupent pas leurs dividendes au premier vent frais. Voilà, ça existe dans ces marchés aujourd'hui, Franklin. Oui, vous avez tout à fait raison de soulever ce point-là, parce que c'est bien joli quand je dis qu'on est plus optimiste et autres, mais il est évident que certains clients sont prêts à franchir le pas
mais ils ont envie d'avoir une ceinture et des bretelles. C'est-à-dire que le dividende offre un peu cette ceinture et ces bretelles, et qu'au sein même du CAC 40, vous commencez très fort avec un titre comme Crédit Agricole qui est au-dessus de 8, mais comme Stellantis, au-dessus de 8% de rendement attendu prochainement, donc les dividendes versés en 2022. Et puis vous pouvez continuer. Vous en avez Engie, BNP, Société Générale, Orange qui sont au-dessus de 6. Vous avez AXA qui est au-dessus de 5. AXA est au-dessus de 6 aussi. Total Energy qui est également à 6,08. Donc en dessous, vous avez quelques valeurs à 5 comme Bouygues. Et puis, vous avez au-dessus de 4%, vous avez Publicis, Michelin, Veolia, Vinci, etc. Donc, des titres de qualité, de premier plan. Et on voit que sur une dizaine de titres du CAC 40, vous avez des rendements supérieurs à 4,5%. Donc, vous pouvez, effectivement, quand vous voulez associer votre prise de risque avec un rendement sur les actions, entre 4,5 et 8,5, voire 9% pour Crédit Agricole, un petit peu en dessous, vous avez de quoi faire votre choix et de quoi vous assurer un rendement plus que confortable, comme vous le disiez, contrairement à des rendements obligataires qu'on ne trouverait plus aujourd'hui. Bon, et puis alors, un mode politique, mais avec le prisme des marchés de l'investisseur. Je regarde le spread Watt-Bund au lendemain du débat de l'entre-deux tours, 45 points de base. L'euro remonte, les marchés actions sont bien orientés. On n'est pas loin de gagner 2% d'ailleurs pour le CAC 40 à mi-séance, ce qui est la meilleure performance en Europe aujourd'hui. Est-ce que les marchés sont déjà passés à autre chose d'une certaine manière? Est-ce que cette élection française, pour les investisseurs globaux, ceux qui font les marchés, est en train de devenir un non-sujet? Alors, non-sujet, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on sent qu'il y a encore des freins à l'investissement. Néanmoins, effectivement, la candidate au deuxième tour est quand même très réfractaire à l'Europe, et ça, c'est ce que les marchés redoutent le plus. C'est qu'on a besoin d'être tous ensemble, surtout, on le voit quand on traverse des périodes économiques ou les investisseurs aiment une Europe, aiment une cohésion européenne. Aiment une cohésion européenne parce qu'ils comprennent qu'elle les a plus aidés et qu'elle a plus aidé l'économie même domestique et nationale dans un environnement qui s'inscrit au sein de l'Europe. Donc effectivement, il y a 3-4 semaines, on sentait qu'il y avait une chape de plomb sur les marchés qui les empêchait de se libérer. Il y avait également les publications, toujours le problème avec l'Ukraine. Le problème avec l'Ukraine est toujours là. Les publications commencent à rassurer. Et effectivement, avec ce spread entre les deux tours qui se grave un petit peu plus, eh bien, on sent que les marchés, lundi, se libéreront peut-être, ou alors auront une douche froide qui provoquera une grosse correction du marché parisien. Il y a un risque un peu asymétrique. Il y a un risque totalement asymétrique, mais là aussi, parce que c'est une éventualité qu'on est obligé de regarder, on attendra une dizaine de jours que les marchés purgent, si c'était notre l'hypothèse qui s'avérait être celle-ci. Et dans ce cas-là, on en profitera pour renforcer nos positions parce que les marchés comprendront très vite qu'on ne pourra pas derrière faire le programme qui est annoncé. Principe de réalité. Merci beaucoup Franklin Pichard, avec nous tous les 15 jours le jeudi dans Smart Bourse, l'édition de la mi-journée, directeur général de Kipling Finance. On se retrouve tout à l'heure à 17h pendant une nouvelle heure en direct sur Bismart.